KV1 Almaz de Ferro est un film russe de 2018 qui raconte l'histoire de l'équipage d'un char KV1. Au début de l'opération Barbarossa, en fait, au début de l'invasion de l'Union soviétique, en 1941 et 1942. Ce char qui est le protagoniste de ce film, le char KV1, est le premier de la série des chars KV, et KV rend hommage justement à celui qui était alors commissaire du peuple à la défense de l'Union soviétique, le maréchal Klimt Voroshilov. C'étaient des chars lourds, avec un blindage bien supérieur à ce que les Allemands avaient l'habitude d'affronter, et qui par conséquent a constitué une grande peur pour les avant-gardes blindées allemandes. À partir du moment où ils ont commencé l'invasion du pays, en juin 1941, très bien, mais nous avons aussi un film qui est basé sur une histoire vraie, même si, disons, il est légèrement basé sur une histoire vraie. Pourquoi ? Parce que le protagoniste de ce film, Simeon Kanavalov, alors capitaine dans le film, mais en réalité lieutenant, était effectivement un commandant de char. D'ailleurs, c'est lui qui a mené une action assez remarquable pendant la seconde bataille de Rostov. En juillet 1942, le 13 juillet, Simeon Kanavalov, avec son char KV1 qui avait connu divers problèmes de maintenance, n'est-ce pas, divers problèmes de fonctionnement dans les jours et les heures précédents. Il a vraiment accompli seul un exploit tout à fait unique qui a été la destruction de 16 chars allemands appartenant à 2 divisions Panzer différentes, n'est-ce pas, en plus de quelques autres véhicules de reconnaissance. Mais comme je l'ai déjà mentionné, ce film s'éloigne beaucoup de l'histoire originale de Simeon Kanavalov. Et il va introduire de nombreux éléments que, personnellement, j'ai trouvé assez inutiles et dépréciatifs. Pour l'histoire de ce héros de l'Union soviétique. Commençons par ce que j'ai aimé dans ce film. Je dois être très honnête avec vous. Ici, la partie que j'ai vraiment le plus appréciée dans cette production, c'est le fait qu'elle ne dure que 90 minutes. Donc elle ne s'attarde pas trop. Elle ne te retient pas trop longtemps devant l'écran. Quelque chose qui ne t'apporte vraiment rien, tu vois ? Parce que pour aimer ce film, mec, pour aimer le KV1, tu dois avoir un certain niveau d'appréciation pour le char KV1, qui vraiment est un véhicule rare. Le voir à l'écran est très rare. Donc c'est un véhicule que vous ne trouverez pas dans d'autres films, et vous avez conscience de son importance historique. Donc c'est intéressant, oui, de voir un KV1 manœuvrer à l'écran. Et même si les scènes de ce film, n'est-ce pas, la photographie de ce film ne met pas autant en valeur le char que d'autres productions ont mis en valeur leurs protagonistes, d'accord ? Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres mérites. Comme par exemple le cinéma russe. Toujours, n'est-ce pas, le cinéma russe d'histoire militaire, il est toujours très élégant, n'est-ce pas, avec les uniformes. Ils portent les uniformes de manière assez correcte. Et ici aussi, on a des uniformes contemporains de l'époque exacte représentée. Cependant, mec, tout le reste souffre d'un manque de soin qui vraiment sort de l'ordinaire du cinéma russe. Comme on le connaît maintenant depuis la fin des années 2010, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce film ? Je n'ai pas aimé, pourquoi ? Je ne pense pas qu'on puisse généraliser en disant que les films russes de été sont mauvais. Non. Il existe d'excellents films russes. J'en ai déjà mentionné quelques-uns ici. Le dernier que j'ai vu, par exemple, était quelque chose de très similaire à ce film-ci. C'est T-34, d'accord. Le film T-34 est un bon film, mec. C'est un film où tu t'installes sur le canapé, tu manges ton pop-corn ou tu bois ta boisson, tu te détends, tu arrives à profiter de ces presque 2 heures-là. Assis sur le canapé, tu t'amuses et tu ressors satisfait de l'expérience. Pourquoi ? Parce que le T-34, il a une bonne production. Il a un très bon souci du détail historique et il sait très bien ce qu'il veut être. Dans ma critique du T-34, j'ai dit « Ce film est un film loufoque qui sait qu'il est un loufoque, agit comme tel et livre une loufoquerie de première qualité. » Sauf que KV1 ne sait pas ce qu'il veut être, mec. Pourquoi ? Il veut être un film sérieux, il se présente comme un film sérieux. Mais le côté ridicule involontaire présent dans l'intrigue, dans les actions des personnages, dans le jeu des acteurs et dans l'exécution des scènes de combat enlève tout le sérieux du film.
Du moment où le film a commencé jusqu'au moment où il s'est terminé, de façon assez abrupte d'ailleurs, il a une fin complètement inattendue. J'ai eu la nette impression, mec, que j'étais anesthésié, que je n'arrivais pas à ressentir quoi que ce soit de ce qui était vraiment présenté à l'écran, représenté à l'écran. Pour moi, il n'y avait pas de sentiment de hâte, pas de sens du drame, pas de sentiment d'urgence, aucune émotion du tout. Même pas dans les scènes de combat, ni dans les innombrables, bien plus nombreuses, scènes de bavardage. Dans ce campement autour duquel tout le film semble tourner, n'est-ce pas, ce campement des tankistes soviétiques. Eh bien tout ça, mec, pour moi ça se concentre sur le choix de l'acteur qui a joué Semyon Konovalov dans ce film. Et dans la façon dont le scénario le dépeint, n'est-ce pas? Parce que tous les choix que ce garçon fait dans ce film sont mauvais, il n'a aucun charisme personnel, l'acteur n'en a pas, son interprétation non plus, il est grossier avec ses subordonnés, avec son équipage. Il joue dans des scènes où on peut se demander « Attends, il doit y avoir une sorte de compensation à la fin. » Non, comme si c'était une rédemption du personnage, mais le film approche de la fin et il ne change pas du tout. Dans sa personnalité, tu vois, il ne change rien dans ses actions. Et tu te rends compte que, mec, il a essentiellement abandonné un équipage qui semblait être débutant. À une mort certaine, n'est-ce pas? Au début du film, il refuse de secourir un T-34 parce qu'il voulait donner une leçon de morale aux membres d'équipage de ce T-34. Et en plus de ça, en plus de jouer les durs, les gars cool, quelques instants plus tard, après avoir ignoré une information selon laquelle il y avait encore un Panzer IV caché, n'est-ce pas, sans avoir été localisé, il ignore l'information. Alors, il condamne son équipage à mort en prenant un tir à bout portant d'un Panzer IV. Et tu sais que ça arrive dans les 5 premières minutes du film, et tu penses que donc le gars va changer, n'est-ce pas, qu'il va subir une sorte de changement psychologique, de philosophie, qui va le rendre meilleur en tant qu'être humain. Non, il passe tout le film à être la même personne qu'il était dans la première image de ce film, n'est-ce pas? Le reste du casting de ce film est aussi inexpressif. Le reste du casting ne rattrape en rien ce qui ne va déjà pas chez le protagoniste. On a par exemple l'équipage, le deuxième équipage, le nouvel équipage de Konovalov, qui est composé de types. On voit clairement que le scénario a fait d'eux le ressort comique. Par exemple, le chargeur, le tireur arrive en se vantant, n'est-ce pas, en se présentant comme le meilleur tireur, un dialogue un peu bizarre avec le chargeur un peu rond, n'est-ce pas, disant que maintenant ta vie se divisera en un avant et un après, à partir du moment où tu m'as rencontré, c'est vraiment étrange tout ça. Et il faut souligner ici le rôle, n'est-ce pas? J'ai parlé d'inexpressivité dans ce film, mais il faut souligner le rôle, mec. De cette actrice Olga Pagalina qui joue cet ingénieur, un personnage féminin qui a été inséré dans l'intrigue. Pour être une sorte de point focal d'un triangle amoureux, à la façon de Pearl Harbor, tu sais, avec Kate Beckinsale, là en 2001. Donc il me semble que les scénaristes ont voulu insérer cet élément dans une histoire sur des tankistes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que mec, cette femme... Son jeu n'a aucun sens, elle ne s'investit émotionnellement à aucun moment du film, elle n'est qu'un trophée, une vraie poupée en plastique. Tout son jeu facial tout au long du film est blasé, il n'y a aucune émotion. Même sur la couverture du film, tu vois, sur l'affiche du film, tu vois que son regard est vide. Franchement, j'ai déjà vu beaucoup de mauvaises performances, mais celle de cette fille dans ce film est vraiment tout en haut du classement. Et c'est d'une dispute à cause d'elle que résulte, sans aucun doute, la scène la plus étrange de ce film. C'est quand Konovalov se dispute avec un major qui voulait s'approcher, tu vois, amoureusement, de la femme qui était en fait l'ex-femme de Konovalov. C'était son ex-femme. Ce n'est qu'après que tu vas le découvrir. Et soudain, le colonel du régiment blindé arrive et va séparer les deux et le colonel. Incroyablement, il ressemble beaucoup au maréchal de l'Union soviétique, Grigori Kulik, qui a été sans aucun doute le pire des maréchaux de l'Union soviétique en termes d'incompétence.
n'est-ce pas? Mais le colonel, mec, sépare simplement les deux, c'est incroyable. Il n'y a aucun problème à croire ça. Jusqu'ici, de ce que j'ai vu, il sépare les deux et dit Bekran Ledia 1. Réglez ça au match de football. Puis le gars lance un ballon. Et tout à coup, le campement du régiment blindé se transforme en terrain de football, en terrain de sport, je ne sais pas quoi. Et les gars commencent à jouer au ballon là-bas, pour pouvoir résoudre la tension causée par la dispute à propos de l'ingénieur. C'est vraiment bizarre. Mais en parlant de chars, n'est-ce pas, ce film est un film de blindés. Donc on doit faire ici une analyse des blindés. Dans ce film, en plus des performances, mais mec, la première chose que j'ai remarquée dès le début du film, c'est l'étrangeté dans la représentation des chars, qu'ils ont le KV-1 fonctionnel, original, et c'est très beau à voir. On a encore une scène de 1941, d'accord, parce que Kanavalov, il a été blessé en septembre 1941, en août ou septembre 1941, et dans le film, il est blessé. Son équipage est détruit par un Panzer IV à canon long, n'est-ce pas? Un Panzer IV F2. Chose qui n'arriverait vraiment sur la ligne de front en Union soviétique qu'un an plus tard. Les premiers, n'était-ce pas, arriveraient un an plus tard en Union soviétique. Et surtout, ce Panzer IV utilise des Schürzen, n'est-ce pas? Il utilise des jupes pour couvrir à la fois les côtés de son châssis et aussi la tourelle, sauf que les Schürzen n'ont commencé à être utilisés sur les Panzer IV qu'en 1943. N'est-ce pas bien après la fin du film, en fait? Et un autre ajout, celui-là que j'ai trouvé encore plus insensé, parce que la représentation du Panzer IV, bien qu'historiquement incorrecte, elle est techniquement compréhensible et acceptable. Pourquoi? Parce que ces Panzer IV-là sont en réalité des T-55 déguisés. Ce sont des répliques de Panzer IV faites sur la plateforme du T-55. Donc ces jupes-là servent à camoufler le côté du char, pour que vous ne sachiez pas que cette configuration de suspension est en fait caractéristique du T-55. D'accord, il n'y a pas beaucoup de Panzer IV originaux qui roulent encore, n'est-ce pas, pour être utilisés dans les films, c'est compréhensible. Mais juste après cela, la production montre, en avril 1942, qui est sur la période où le reste du film se déroule, un T-34-85, et c'est une utilisation assez importante du T-34-85 qui n'arriverait sur le front qu'au début de 1944. Donc, vu la quantité de T-34-76 que la Russie possède aujourd'hui, et que d'ailleurs le film montre, n'est-ce pas, certains d'entre eux, j'ai trouvé, oui, que c'était une négligence, n'est-ce pas, un péché vraiment inexplicable, d'utiliser le T-34-85. D'autant plus qu'au tout début du film, la première chose que l'on voit, là, au générique, c'est que ce film a été soutenu par la Société russe d'histoire militaire. Donc ça me surprend énormément, n'est-ce pas? Enfin, on voit apparaître une Jeep Willys, n'est-ce pas? Une Willys MB, là au milieu du campement. Et même si l'on sait que l'Union soviétique a vraiment reçu beaucoup de ces MB, n'est-ce pas, ainsi que des Ford GPW, environ 50 000 d'entre eux pendant la guerre grâce au programme de pré-bail à cette époque-là, il n'existait pas encore cette standardisation avec cette calandre à 9 fentes que Ford a en fait créée et qui n'arriverait qu'à la fin de l'année 1942. Donc c'est une pré-série importante. Ce véhicule-là est décalé de quelques mois dans la chronologie réelle, n'est-ce pas? Très bien. Ce ne sont que quelques mois et le véhicule n'est même pas si important pour l'intrigue, n'est-ce pas? Mais on a, mec, une énorme différence là, et qui est illogique. Et il semble que l'équipe technique du film ignore complètement ou est complètement ignorée les conseils de la Société russe d'histoire militaire. C'est dans cette scène du village. La première attaque que l'équipage du KV-1 mène, n'est-ce pas, avec un char à moitié fonctionnel, il tombe en panne en pleine action. Alors, ils font une reconnaissance de ce village et là, Konovalov dit au conducteur de reculer sur une montée, n'est-ce pas, sur une petite colline qu'il y a. Donc en fait, il expose tout le char et la zone fragile du moteur à l'arrière, n'est-ce pas, au tir des chars allemands. Pendant ce temps, il détruit 3 chars allemands à la suite. Cette scène est basée, ou du moins inspirée, d'une action réelle de Simeon Konovalov,
mais dans laquelle il a justement utilisé le terrain de manière opposée. Il a caché la majeure partie du char dans un terrain, dans un relief, en ne laissant que la tourelle à découvert, et là, il a réussi à détruire plusieurs chars allemands de manière dissimulée. Mais dans le film, il fait exactement le contraire. Il expose le char entier beaucoup plus qu'il ne le serait normalement. Et pendant qu'il réussit tous ses tirs, et que tous ces tirs provoquent des explosions sur les chars allemands, eux, ne touchent absolument rien. Même avec le char à l'arrêt, parce que le moteur était éteint dans cette scène, et avec toutes les zones vitales sur le dessus du char exposé. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment irréaliste, tu vois. Et puis on a aussi cette scène où l'équipage du KV-1 combat comme de l'infanterie, ce qui est un ordre que, franchement, je n'arrive pas à concevoir, tu vois. Si l'élément principal du combat blindé, c'est l'équipage, celui qui prend le plus de temps à être formé, et qu'en plus un équipage expérimenté est plus précieux qu'un équipage débutant, comment peux-tu les engager comme de l'infanterie ? Alors que tu peux simplement remplacer le char plus rapidement, parce que plusieurs chars sont produits chaque jour, mais un équipage met des mois à être remplacé. Et puis le premier membre de l'équipage à mourir, c'est justement le plus précieux. Le chef mécanicien, celui qui comprenait tout de la mécanique du KV-1, c'est le premier à mourir dans cette attaque ridicule où l'équipage de char est utilisé comme infanterie, n'est-ce pas ? Et là, on a le commandant du char lançant une grenade à main, tu vois, vraiment à la façon d'une grenade à manche, cette grenade en forme d'écrase-patate. Il lance une grenade sur le flanc d'un Panzer IV et le Panzer IV explose à cause d'une grenade à main. C'est très étrange pour le moins, tu vois. Au final, celle qui va sauver la situation, c'est cet ingénieur qui part à la poursuite de ce char KV-1 en plein milieu de la ligne de front. Elle va réparer le char toute seule, elle va le remettre en marche toute seule, et une fois que Cannavalo et son équipage retournent au KV-1, tu sais ce que la femme fait, mec ? Tu sais ce que fait l'ingénieur ? Elle décide de faire une sieste sur le plancher du char. Regarde ça. Laisse-moi expliquer. Ils n'étaient pas à l'intérieur d'un char ultra bruyant en train d'aller à l'arrière. Ils allaient en première ligne. Et la femme décide de faire une sieste sur le plancher du char. Et, à un moment donné, elle se réveille et elle dit à Cannavalo, « Si tu as encore besoin de moi, tu me réveilles, d'accord ?» Et elle retourne faire la sieste. Honnêtement, je n'ai pas compris. C'était censé être drôle. C'était supposé être sérieux, je devais vraiment le prendre au sérieux. Je ne savais pas quoi en penser, honnêtement je ne savais pas quoi en penser. Et j'aimerais savoir ce que toi, qui as déjà vu ce film, tu penses aussi de cette scène. Parce que pour moi, elle était vraiment invraisemblable. Tout comme la fin du film est aussi vraiment invraisemblable. Qui est aussi basée sur une histoire, un épisode de l'histoire de Cannavalo, où il capture vraiment un Panzer IV et revient vers les lignes russes après un certain temps, avec un Panzer IV. Mais de la façon dont le film montre, personne n'a entendu le moteur d'un char, même quand le char est à 20 mètres. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et donc, à mon avis, après avoir regardé pendant 90 minutes cette daube de films historiques russes sur la Seconde Guerre mondiale, sur les chars, un sujet que j'aime tellement et sur lequel j'ai déjà vu tant de bons films venant du même pays. KV-1, âme de fer. Ça mérite une petite salve d'applaudissements, là. Pitié d'un canon. Mais dis-moi, toi, as-tu déjà vu KV-1, âme de fer ? Qu'en as-tu pensé ? Tu n'es pas d'accord avec moi ? Commente ici dans les commentaires. Je veux savoir ce que tu en penses. Si tu as aimé cette vidéo, alors partage-la avec tes amis. Mets-nous aussi un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à Sala de Guerra pour tout suivre. Je m'arrête ici, merci encore pour ton audience et un grand salut de Sala de Guerra.